Cueille dans les verres, forme de danser. Qui adore ici, le bord, ici, le dos. Bienvenue dans cette troisième édition des prix vidéo Art Convergence. On va en parler avec vous, Laurence Dupin. Vous êtes la fondatrice de ce prix. Vous venez de nous expliquer en quoi il consiste. Et il y a avec vous deux membres du jury. Il y en aura un troisième qui est Eric Altmaier qui nous rejoindra tout à l'heure. C'est Dorothy Allen Pickard. Il faut présenter peut-être à l'anglaise, hein, Dorothy Allen Pickard. ça fait très anglaise. Ça fait mieux. Vous êtes réalisatrice de films de fiction, de documentaires. Vous êtes aussi réalisatrice de pièces de théâtre multimédia. Et vous avez obtenu le Grand Prix vidéo en 2018, je crois, pour un film qui s'appelait The Mess. Hein, c'est ça ? C'est ça. Et puis, à côté de vous, Jean-Christophe Vignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, vous êtes responsable de l'interface SDF de la ville de Lyon. On en parlera peut-être tout à l'heure parce que c'est intéressant. Et vous êtes aussi passionné par les rapports entre le cinéma et les psychiatries, puisque vous-même, vous organisez un festival de cinéma et de psychiatrie, le festival de cinéma du Vinatier à Lyon. Hein, c'est ça ? Oui. Alors, Laurence Dupin, je vais me tourner vers vous. Le but de ce prix, je crois que c'est de sensibiliser au fond le public à la réalité que vivent les personnes qui souffrent de maladies psychiques. C'est bien ça ? Oui, c'est un des aspects de ce prix, et c'est aussi ne pas forcément montrer la maladie psychique, c'est interpeller le public à travers des œuvres et pas uniquement de manière littérale. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce prix en ouvrant à tous. C'est pas uniquement fait pour les personnes qui sont directement concernées ou ceux qui s'occupent de personnes malades. Ça, on va peut-être parler oui, voilà, on expliquera comment vous sélectionnez les films, mais au fond, l'idée de ce prix, je crois qu'il est né en 2013, et c'est le fruit d'abord à la fois d'une conviction qui est la vôtre, et puis de rencontres aussi. C'est le fruit d'un premier travail qui a été exposé à l'Orangerie du domaine de Madame Elisabeth, qui était un travail vidéo réalisé par Pierre Leroy, dans lequel il a finalement interpellé tout public en nous disant, voilà, moi je souffre de schizophrénie, quand on va mal, on me traite mal, on vous traite mal, quand on va bien, on vous traite bien, qui étaient des évidences. Et finalement, cette vidéo, sous un format très court, elle a eu un impact réel sur le public. Voilà. Ça a été une révélation, voilà, exactement. Et du coup, on s'est dit, voilà, il faudrait créer quelque chose, parce qu'il y a peut-être matière à réaliser, à montrer les choses autrement et à travers des œuvres différentes, en fait, pour que le public change sa vision des maladies psychiques. Peut-être un mot avec vous, Jean-Christophe Vignol. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que dans ces rapports, puisque vous-même vous y consacrez, entre le cinéma et la maladie, qu'est-ce qui est important ? C'est le regard que les gens peuvent avoir sur la maladie ? C'est le regard des malades qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes ? Ce qui est important, effectivement, c'est le regard aussi tiers qui est celui du cinéaste. C'est-à-dire que, effectivement, dans les journées cinéma et psychiatrie qu'on a montées à Lyon, l'intérêt, c'était de montrer avant tout aux soignants, c'est-à-dire de montrer finalement ce que vivaient les personnes par un regard tiers qui est celui du cinéaste. C'est-à-dire que c'était les personnes qui faisaient, soit les personnes faisaient eux-mêmes leurs films, soit effectivement le cinéaste a un autre regard que les soignants. Nous, notre idée était de passer des films documentaires pour que les soignants soient enseignés d'une certaine manière par les patients sur leur souffrance, sur ce qu'ils vivaient, sur leur singularité, et aussi un peu une certaine manière de sortir de l'entre-soi à l'intérieur des hôpitaux psychiatriques. Mais il y a eu plusieurs mouvements dont on va peut-être reparler aussi. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Laurence, il y a évidemment un appel à projet. Alors, comment ça se passe ? Vous demandez comme ça qu'on vous envoie des courts-métrages ? On se donne un petit peu de temps. En fait, on diffuse effectivement l'appel à projet quelques mois avant de réceptionner les films. Et
en général, on le cadre sur le format, donc un format très court, parce que c'est quelque chose qui est du coup facile à diffuser. On le diffuse largement auprès de toutes les formations à la communication par l'image pour éviter justement de rester dans l'entre-soi de la psychiatrie qui a ses limites aussi. Je pense que c'est ce que disait Jean-Christophe. Et on l'adresse aussi à tous ceux qui vont être les communicants de demain à travers l'image. C'est-à-dire qu'en fait, on l'envoie aux écoles de beaux-arts, aux écoles de cinéma, aux écoles de journalisme. D'ailleurs, c'est comme ça que Dorothy a été, on pourrait dire, hackée quand elle a participé. C'est grâce à cet appel à projet. Vous étiez dans une école de journalisme à l'époque ? Non, en fait, c'était une copine française à moi qui, je pense qu'elle avait été impliquée, Charlotte, elle avait été impliquée dans le travail que fait Art Convergence, et c'est elle qui me l'a envoyé. Et c'était pile au moment où je pensais à tourner un film sur le sujet de la bipolarité. Et donc, avoir les restrictions, les restreintes de faire un film qui ne dure pas plus que 4 minutes et tout ça, a aidé le progrès, l'idée. Bien sûr. Mais tu étais quand même étudiant quand tu l'as fait. Tu étais en train t'étais à l'univers. Enfin, tu faisais un master, mais bon, c'était quand même dans le cadre d'études. Ouais, même si c'est pas exactement auprès de ton école qu'on avait diffusé le prix. Mais voilà, c'est pour vous dire que, effectivement, je pense que c'est intéressant d'avoir des personnes qui participent, qui sont d'horizons très divers et qui, du coup, s'intéressent au sujet par ce biais-là. Et l'idée de mettre des dotations, c'est aussi quelque part. Des dotations ne sont pas négligeables. C'est important aussi parce que ça donne envie et ça permet d'apporter une reconnaissance au travail qui est réalisé. Quelles sont les dotations, justement ? Il y a 2 500 € pour le Grand Prix, 1 500 € pour le prix du jury et 1 000 € pour le prix du public. Et on révélera évidemment tous ces prix tout à l'heure. Le thème de cette année, c'est « Il faut bien vivre avec une maladie psychique ». Oui, exactement. Avec cette idée que, à la fois, il faut bien, il faut soumettre, il faut s'en accommoder, et puis il faut bien avec cette idée. Oui, il faut bien. Ça peut être de l'humour, ça peut être beaucoup de choses derrière, parce qu'en fait, tous vivent pas mal, heureusement. Et il y a souvent énormément de talent, énormément d'humour, énormément de belles choses que vivent ces gens qui ont des maladies psychiques, et qui d'ailleurs le disent pas toujours, et le vivent à des degrés différents et de diverses manières. C'est pas. Vous avez raison de dire, on peut interpréter il faut bien de façon. D'ailleurs, le mot il faut, on en parlera tout à l'heure peut-être avec vous. Aussi, il peut être faux, on peut l'écrire FAUT, on peut l'écrire FAUX. Il y a des jeux avec ça. Alors, je donne la composition du jury. Alors, en dehors de Jean-Christophe Vignol et de Dorothy Allen-Picard, il y a donc Eric Altmaier, il y a Sandrine Broutin qui est directrice générale de la Fondation. Elle ne fait pas partie du jury. Elle a été non, parce qu'en fait c'est un de nos partenaires. D'accord. C'est pas. Pierre Leroy. Il n'est pas dans le jury non plus. Ils ont participé à la sélection pour d'autres raisons. Ils sont partenaires à la sélection, pas à la sélection finale, mais à la présélection, parce qu'en fait, je vais revenir là-dessus. On reçoit beaucoup de films. Oui. Et il faut déjà faire une première sélection aussi sur la thématique, sur le. Quand ils sont pas dans la thématique ni dans la durée, ils sont éliminés d'emblée parce qu'il y a un règlement. Et après, il faut aussi faire on ne peut pas demander au jury de regarder 60 vidéos, même si elles durent 4 minutes. Voilà, donc effectivement, on se fait aider par des personnes qui ont la gentillesse de toutes les regarder, donc avoir le même regard de la première à la 60e, ce que Dorothy a fait aussi d'ailleurs, parce qu'il y a certains membres du jury qui... Alors, Didier Doucan, qui est journaliste et rédacteur chef du quotidien du pharmacien, il était dans le jury. Oui, tout à fait. Et Seneb Dab aussi, directeur de la fiction numérique pour France Télévisions. Voilà. Alors, évidemment, il faut monter un festival comme celui-là, il faut des partenaires, il faut des aides. Il y a notamment quelqu'un qui vous a aidé, il y a le département des Yvelines et la mairie de Plaisir, et je vous propose de regarder le message qu'a voulu vous adresser Joséphine Coleman-Berger, qui est une de vos partenaires dans ce festival. D'abord, un côté proche et presque, je dirais, affectif, puisque Arrêt Convergence est installé à l'hôpital de Plaisir, dans notre centre hospitalier, et puis aussi parce que je connais bien la présidente Laurence Dupin, qui est présidente et qui a toujours des idées extraordinaires pour accompagner les personnes qui sont, je dirais, atteintes de handicap. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que en tant que vice-présidente à la culture, je crois que cette idée de vidéo
est une idée extraordinaire parce que ça permet de développer toute une possibilité artistique, que ce soit au niveau documentaire, que ce soit au niveau fiction, et ça donne vraiment une ouverture importante dans différentes catégories d'accompagnement, que ce soit en tant que comédien ou en tant que technicien autour de la vidéo. Donc pour moi, il me semblait important que le département soit omniprésent et présent dans cet accompagnement de projet. En tant que maire de Plaisir, je suis très fière que Arrêt Convergence, par le biais de sa présidente, soit toujours dans des idées remarquables de ce respect justement de cette forme de culture avec le handicap. Et puis je tenais à dire aussi que je pense que le ministère de la Culture, avec la nouvelle ministre, doit avoir un regard particulier, mais je sais qu'elle l'a, mais peut-être que je lui enverrai un courrier pour lui dire qu'il faut accompagner tous ces engagements-là qui sont vraiment, je dirais, fondamentaux. Aujourd'hui, les personnes qui sont atteintes de maladies psychiques ont vraiment leur rôle dans la culture et elles sont indispensables, je dirais, pour faire comprendre les difficultés qu'elles vivent au quotidien. Voilà, donc c'est vrai que alors elle va essayer au plus de vous ouvrir vers le ministère de la Culture, ce qui serait une bonne chose. Ce serait une très bonne chose. Il y a d'autres partenaires évidemment. Oui, alors je vais en remercier d'autres partenaires et je vais d'abord continuer dans la même lignée à remercier tout particulièrement le Centre Hospitalier de Plaisir, oui, parce qu'on est hébergé géographiquement dans un bâtiment tout neuf qu'on vient d'inaugurer. Et c'est vrai qu'il est partenaire de longue date de l'association. En général, voilà. Parce elle est maire de Plaisir et voilà, elle est conseillère départementale aussi. Et elle est au conseil, elle est au conseil de culture. surveillance de l'hôpital aussi. Voilà, c'était ces deux rôles-là ces deux personnes qu'elle représentait. Donc en fait, on a eu d'autres partenaires effectivement pour le prix vidéo. On a le partenariat de la Ville de Paris. La Ville de Paris, effectivement, a inscrit le soutien aux personnes qui ont des maladies psychiques dans ses objectifs prioritaires. Le Psycom, qui est un organisme de formation et d'information autour de la santé mentale et dont la directrice Aude Caria est assez présente aux côtés de l'association et favorise justement l'idée des dotations et la diffusion des vidéos. On a aussi l'UNAFAM, qui est une association d'aide aux familles de personnes souffrant de maladies psychiques. L'Académie des Beaux-Arts, c'est d'une certaine manière un lien avec la culture directement, ce qui est très intéressant par rapport à nos projets et qui est une reconnaissance qu'on apprécie particulièrement. On a un partenaire historique très important dans l'ensemble de nos projets et tout particulièrement pour le prix vidéo, qui est la Fondation Falleret. Voilà Sandrine Boutin. Voilà, la fameuse Sandrine Boutin que vous aviez introduit. Mis dans le jury. Juste pour vous dire, la Fondation Falleret, c'est quand même un acteur très important dans le champ de la santé mentale parce qu'il suit le quotidien de 3500 personnes en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Ils ne sont pas à Lyon encore. À travers des différents types d'accompagnement qui permettent l'insertion sociale ou l'insertion professionnelle, même parfois avec des ESAT. Voilà, donc voilà les partenaires les partenaires de l'association du prix. Alors, je vais un peu m'intéresser à vous, Dorothy et Jean-Christophe. Jean-Christophe Vignol, avant de parler justement du Festival et d'Art Convergence, je souhaiterais que vous parliez de votre action justement à Lyon. Vous occupez d'une équipe psychiatrique qui va vers les SDF, hein, voilà, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a des équipes mobiles psychiatrie précarité, ça s'appelle, pour aller au-devant des SDF, c'est-à-dire de tous ceux qui ne sont pas en mesure finalement de formuler une demande. Et c'est vrai qu'on intervient à la demande toujours des travailleurs sociaux, du SAMU social. Et du coup, on va dans la rue, on n'a pas de bureau, et on intervient là où sont les gens, dans les accueils de jour, de nuit, dans les foyers. Et on est toute une équipe, une dizaine de personnes, on est 2 médecins, 5 infirmiers de psychologues, et on fait ça depuis... c'est une équipe qui a une vingtaine d'années, et c'est la seule sur Lyon, pour s'occuper de la prise en charge des SDF de Lyon. Alors, dans le contexte du confinement, c'était une pratique très compliquée, et c'est une pratique très intéressante, parce qu'effectivement, le but est d'amener ces personnes en souffrance psychique ou malades mentales. On suppose, voilà, enfin, il y a eu des études là-dessus, mais qu'il y a beaucoup
de maladies psychiatriques chez les SDF. Les statistiques sont extrêmement difficiles à faire, mais il y a une statistique française qui s'appelle Samantha, qui date de 2009, qui est la plus valide. Et dans les autres pays européens, on retrouve à peu près toutes les études. Il y a un tiers des personnes à la rue qui ont une maladie mentale constituée. Oui. Enfin, atteints de troubles psychiatriques antérieurs à la rue. Par contre, la rue mobilise des défenses qui ressemblent à la psychose, c'est-à-dire des défenses un peu paranoïaques. Pour dormir à la rue, il faut être sur le qui-vive, il y a la peur, on a la peur d'être persécuté parce qu'on l'est aussi vraiment, et donc il y a tout un cortège de défenses psychiques pour survivre qui s'apparente à la psychose et qui donne des états quasi psychotiques. Donc la rue rend aussi folle, d'une certaine manière. Oui, les deux phénomènes jouent. Voilà, les deux phénomènes jouent. Mais il y a quand même un tiers des personnes à la rue qui sont des personnes malades au sens de la psychiatrie, gravement. Donc ça, c'est Ça, c'est mon quotidien depuis 5 ans, oui. Absolument. Je reviens au cinéma, au rapport entre le cinéma et la psychiatrie. Vous dites, au fond, qu'il est important qu'il y ait des tels films qui fait à la fois et par des personnes concernées et par des créateurs, c'est-à-dire qu'il y ait le regard interne, si je peux dire, et puis un regard extime ou externe. C'est-à-dire que le regard extime, le regard de l'autre, le regard du créateur ou le regard de la personne, ça change du regard que la psychiatrie porte sur les personnes. C'est-à-dire qu'on a beau nous avoir des tas de théories, je pense qu'un patient qui fait sa fiction, ou la création artistique donne une autre vérité de la vie de la personne. Et pour nous, au tout départ, c'était comme un cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on voulait introduire dans l'hôpital psychiatrique des vécus de personnes qui ont été malades pour enseigner les soignants. Et ça, c'est très important parce que la déstigmatisation aussi de la maladie mentale, il faut la déstigmatiser aussi auprès des soignants. Des médecins généralistes, mais aussi des soignants, parce qu'on est formaté à dire c'est très grave, ils ne peuvent pas vivre, c'est une maladie chronique. Ok, c'est une maladie chronique, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas vivre quand on est schizophrène. Voilà. Je pense qu'on peut tout à fait avoir... alors maintenant, on peut avoir une vie tout à fait correcte, on utilise des concepts de rétablissement, enfin ça, il y a des modes au niveau mais je pense qu'on peut tout à fait... Et de montrer, la souffrance par le cinéma, par l'émotion que peuvent ressentir certaines personnes, mais aussi l'originalité, la singularité de certains parcours, et qu'effectivement on peut avoir... Et ça, il n'y a que le cinéma, la vidéo qui peut l'amener. Il y a encore une stigmatisation très forte dans la société. Dans la société, il y a une stigmatisation très forte. Et du coup, maintenant, nos journées, elles ont une dizaine d'années, on les a ouvertes aux familles, on les a ouvertes aux personnes concernées. C'est des journées cinéma et psychiatrie. Voilà, au départ, c'était au Vinatier, et maintenant, c'est les 3 hôpitaux psychiatriques de Lyon qui se sont mis ensemble pour qu'on les maintienne, et on voudrait même passer à autre chose, faire quelque chose de beaucoup plus grand public et en dehors de l'hôpital. Je pense que ça y est, on a quand même gagné un peu au niveau des soignants, on a un petit peu convaincu les soignants qu'effectivement, par ce médium-là, on pouvait toucher quelque chose de la maladie, plus autant que les descriptions cliniques, théoriques, et ça c'est par le sensible, par l'art, et c'est pour ça que les petites vidéos de Art Convergence, nous on aime bien les passer entre deux films, parce qu'on passe essentiellement des documentaires, on enlève tout ce qui est journalistique, on essaie de trouver des documentaires de création, comme on dit, on va les chercher à l'USAS ou dans d'autres festivals en Belgique et tout, mais souvent c'est un peu lourd. Quand vous avez un après-midi où vous avez un documentaire sur l'inceste qui est suivi par, je sais pas, un documentaire sur le vécu des familles qui ont les suicidés, les petits films d'Art Convergence ou des films ou des petits films faits par des patients qui ont un peu d'humour, ça allège nos journées, et en plus ça permet de parler d'Art Convergence, mais aussi de les diffuser. Puis d'inviter les réalisateurs. D'inviter les réalisateurs. Alors justement, ce qu'on a fait, voilà. Parlons avec Dorothée Hélène-Picard, puisque vous êtes réalisatrice, cinéaste. Je rappelle que vous avez eu le Grand Prix en 2018 pour The Mess. Et vous dites, vous, au fond, le cinéma peut permettre d'aborder des situations que les mots, peut-être, auraient du mal à dire. Oui, exactement. Et je pense que mon premier abord, quand je fais un film, je pense au sujet et je pense à tous les éléments différents qui fait un film.
ou qui font un film. Donc, tu as peut-être la musique, tu as de la dialogue, il y a l'image, et j'aime bien penser à, ok, moi je ressentis quoi, j'entends des choses, je sens des choses tactiles, tu sens des choses affectives. Comment est-ce que tu vas traduire une expérience sensuelle ou une expérience qui est vraiment intérieure à l'image, à la sonorité, comme ça. Et je pense que pour ça, le cinéma, à mon avis, c'est le seul médium qui permet vraiment d'aborder des sujets ou des vécus qui sont intimes, qui sont intérieurs par plein de médiums différents. Mais vous aimez quand l'image parle d'elle-même, au fond, quand il n'y a pas besoin de souligner par forcément un dialogue. Il y a des gens qui disent que le meilleur cinéma, c'est le cinéma muet. Hein, c'est ça. Le vrai cinéma, c'était le cinéma muet. Et ça, c'est les bases du cinéma. Et pour moi, surtout avec la fiction, tu d'abord essaies de communiquer les choses juste avec des gestes, avec des regards, avec des choses plus incarnées. Et puis pense au dialogue deuxièmement. Parce que quand même, c'est ça qui est universel. C'est le comportement, c'est les gestes, c'est tout ça qui communique. Et je pense que voilà, si tu mets muet sur des films, c'est intéressant de voir quel film parle sans même avoir trop de dialogue. Je pense que dialogue, des fois, c'est surutilisé. Oui. Ça ressouligne quelque chose qui apparaît. Alors, parmi ces films qui parlent par l'image, il y en a un que vous aimez beaucoup, qui s'appelle L'escalier de l'anxiété, de Naïbé Tavares Abel. Je vous propose qu'on en regarde un extrait. Et Laurence Dupin, alors vous allez nous quitter quelques instants, vous reviendrez tout à l'heure, et on va alors on est obligé, c'est à cause des conditions sanitaires, hein, on peut pas être plus nombreux sur le plateau, et on va accueillir un autre membre du jury qui est Eric Altmaier, mais on regarde d'abord un extrait de L'escalier de l'anxiété. Voilà, c'était donc un extrait de L'escalier de l'anxiété, film que vous avez particulièrement apprécié parce que, en fait, l'image parle d'elle-même. Et nous recevons Eric Altmaier, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur, vous êtes le cofondateur de Mandarin Cinéma et Mandarin TV. Vous avez produit beaucoup de films, dont les OSS 117, dont Brise de Nice, dont les films de Ozon, notamment. Hein. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, en tant que producteur de films, justement de fiction, notamment, dans ce festival, ce prix Art Convergence? D'une manière générale, je suis très favorable au festival et surtout au festival de court-métrage de premier film. Je pense que c'est une opportunité inouïe quand on ambitionne de se lancer dans une carrière de réalisateur, que de se confronter à des festivals, de se confronter à des jurys, à du public. Ce qui est particulièrement fort dans le cas du prix Art Convergence, c'est que je pense que la thématique de la maladie mentale, de la maladie psychique, appelle à un acte créatif fort. Comme le disait Dorothy à l'instant, le cinéma, c'est la possibilité d'évoquer sans le dire noir sur blanc, c'est la possibilité de toucher et d'émouvoir. Et quand on a une thématique à défendre, une thématique aussi noble, je pense que le lien avec le cinéma et la formule du court-métrage est parfait. Et en plus, vous dites, parce que évidemment, ce festival concerne évidemment les gens qui sont atteints par les maladies psychiatriques, concerne des psychiatres, mais vous dites que c'est aussi intéressant pour les cinéastes ou futurs cinéastes de participer à des festivals comme celui-là. Très, je pense que c'est vraiment la voie, surtout aujourd'hui où en fait il y a une distinction qui se fait de plus en plus nette entre, on va dire, la création des images pour les plateformes et les chaînes de télévision.
je pense que le festival devient pour moi la voie royale pour permettre d'émerger ou de faire émerger des réalisateurs ou des nouveaux auteurs. En plus, pour nous, producteurs et gens du métier, avec le temps, l'expérience, on perd un peu l'habitude de se reconfronter justement à la création, et surtout au premier film, au premier court-métrage. Et pour moi, à titre personnel, le fait de se rebaigner dans la sélection de tous les films, c'est aussi une expérience extrêmement enrichissante. Ça me permet de voir effectivement comment évolue la créativité chez la nouvelle génération, puisqu'en général, les réalisateurs des courts-métrages de la sélection sont assez jeunes. Et puis ça permet de se confronter aussi aux manières parfois très différentes sur un même thème, avec lesquels les différents réalisateurs adressent la question. Alors, il y a peut-être un petit regret que vous pouvez peut-être exprimer, enfin je ne sais pas s'il est vrai, mais il y a beaucoup... Vous dites, au fond, on pourrait peut-être plus traiter ces thèmes du côté de la fiction, un peu plus du côté de la fiction que ça ne l'a été. Non, mais on a été tous, je pense, les membres du jury, assez marqués de voir que cette sélection... C'est probablement un signe des temps, une année compliquée aussi, mais cette sélection était très noire, enfin très rude, et surtout la façon dont la thématique de la maladie mentale a été abordée de façon très frontale, très directe. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a vu dans la sélection une majorité de documentaires qui traitent fondamentalement et de manière très frontale la question « il faut bien vivre avec une maladie psychique », mais sans passer effectivement par les aspects métaphoriques, symboliques ou émotionnels que peuvent développer de façon plus facilement la fiction. Je pense que la dureté du thème et la dureté des temps a fait que la plupart des scénaristes ont choisi une voie frontale et documentaire. Ou alors le recours au film d'animation très présent. On en verra quelques extraits tout à l'heure de deux films. L'animation permet probablement de traiter la thématique assez dramatique en prenant un peu de recul, sujet avec un peu plus de poésie et de légèreté. Il y a un des membres du jury qui n'est pas là, qui est Didier Doucan, qui dit, sans trahir ni nier la souffrance des patients, au fond, les films, et je voudrais vous interroger tous les trois là-dessus, les films parviennent parfois à rendre belle la maladie psychique. Vous partagez cette analyse, ce sentiment? Je pense que l'image peut être belle, mais... Je sais pas la maladie, oui, pas les... Je sais pas si Christophe, vous avez l'air plus sceptique là-dessus. Elle peut la rendre cocasse, elle peut rendre redonner l'originalité. Enfin, nous, dans notre festival, on a beaucoup de documentaires, et c'est vrai qu'il y a certains cinéastes qui filment, qui filment des personnes qui ont quand même une loufoquerie, une originalité, une singularité, et on a de très beaux portraits comme ça de patients qui sont assez beaux à voir dans leur folie. Alors après, il ne faut pas être dupe. C'est du montage, le cinéma. Hein. Donc, il y a un très beau film qu'on devait passer cette année, qu'on passera sûrement l'année prochaine, d'un portrait qui a été fait par une femme, mais qui est très drôle, qui est très sensible, qui est plein de poésie. Bon, depuis, je sais qu'elle est réhospitalisée quand même. Voilà, donc mais ça saisit aussi des instants, des moments. Et la vie n'est pas linéaire, et qu'il y a aussi beaucoup de drôlerie mais ça rend très sensible. Enfin, le cinéma, moi, je rejoins complètement Dorothée. Hein, Dorothy, pardon. C'est quand même. C'est quand même par cette sensibilité-là qu'on transmet. Il y a quelque chose de l'affect. Et moi, c'est extrêmement important que les soignants puissent avoir cet enseignement de la part des... Et les soignants et le public qui peuvent être touchés par ça. Et le public, mais moi je ne veux pas être au niveau de la formation, mais bien sûr, et le public, mais parce qu'effectivement les gens souffrent quand même. Justement, puisqu'on va continuer à parler du point de vue du soignant que vous êtes, avec deux extraits, deux films dont on va passer des extraits parce que vous souhaitez peut-être insister sur eux, parce qu'ils prennent le point de vue des personnes qui sont concernées par la maladie.
Le premier extrait, peut-être vous pouvez nous en parler avant qu'on le passe, c'est Cacophonie. Dans les films, il y avait quand même 40 films à voir. Donc moi j'avais 2 films que j'avais beaucoup aimés. C'est Cacophonie de Lucie Clairvoy, voilà. Parce qu'effectivement, on perçoit exactement ce que décrivent les patients dans leur souffrance quand les mots, par exemple des mots blessent, mais blessent au sens pas métaphorique, ils blessent dans la chair. C'est-à-dire qu'il y a une très belle scène de petit déjeuner où on voit bien comment elle est agressée par les mots directement. Et ça, c'est quelque chose qu'on revoit dans la clinique psychiatrique couramment, des personnes qui sont blessées par le langage, par un bruit, quelque chose, mais qui va au-delà du sursaut ou du contenu de ce qui est dit. C'est le mot qui rentre dans la chair. C'est les mots qui rentrent dans la chair. C'est aussi les mots dans sa tête. Les mots dans sa tête. Oui, c'est aussi les mots dans sa tête. Il y a les deux dans le film. La scène est assez formidable, voilà, effectivement. Les mots dans sa tête, ça c'est, j'ai envie de dire, il y en a beaucoup de films qui le font. Les mots dans la tête, ça tourne en boucle. Là, on sent bien je crois que c'est l'extrait qu'on va voir, quand la mère part au petit déjeuner et que ça prend. Et ça, il y a beaucoup de des choses très basiques. La mère au petit déjeuner, c'est ce qu'on dit tous les matins, est plutôt bienveillante. Je t'ai fait des confitures, je sais plus quoi, un truc comme ça, enfin. Je signale que Lucie Clairvoy est psychologue c'est ce que de formation. Et on va donc voir ce court extrait, un court extrait de ce court-métrage qui s'appelle Cacophonie. Bonjour ma chérie. Bonjour. Mais pourquoi ça va ce matin? T'aurais dû être journée de merde. T'as bien dormi? Une bonne journée de merde que tu vas avoir. Après la nuit. T'as réussi à dormir aujourd'hui? Oui. Hey. Elle s'en fout de toi en fait. Tu veux que je te fasse une tartine? Attends, je vais te la faire. Non, c'est bon. Aussi, ce que tu tiens, prends ton médicament avec ton pain sur. J'ai pas envie de prendre les médicaments. C'est du poison les médicaments. Faire ta tartine. Alors, qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Tu sais quoi ton organisation? En fait, tu veux grossir. Ça mange ton pain et ton beurre. C'est n'importe quoi. Tu vas y aller à ton rendez-vous? Oui. Jamais à ce rendez-vous. T'es incapable de venir à un rendez-vous. T'es incapable de t'es un accident. Mais tu t'en souviens? Que je peux pas t'accompagner aujourd'hui? Je peux pas t'accompagner, elle t'aime pas, elle a jamais vu de toi, t'as jamais voulu t'avoir. T'as mis tes créoles, ça te va bien? Mais ça te rend l'air stupide les créoles, t'es trop moche. Tu vas y aller à ton rendez-vous? Oui, promis. Tu vas y aller, tu vas partir un petit peu en avance. Oui. C'est pas la peine de me parler comme ça non plus. Écoute, moi je te parle gentiment, je fais une jolie table. Je me sens un petit peu toute seule en fait. C'est intéressant, hein en effet, parce que, comme vous disiez, ça part de très bons sentiments. Tout à fait. Et là, on voit aussi comment les voix qui sont... Oui, il y a ces personnages noirs, en fait, c'est ces voix internes. Et c'est vrai que quand la personne dans la réalité parle, ça dérange aussi les voix, et qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Alors, il y a un autre extrait que vous souhaitiez voir. Alors, je vais vous interroger sur un mot, c'est les normopathes. C'est quoi les normopathes? Les normopathes, c'est normalement nous. C'est le médecin, c'est la norme, c'est la norme, ce qu'on appelle les représentants de la norme. Les représentants de la norme, c'est-à-dire ce qu'on doit être, et c'est ceux-là quand même qui disent il faut faire comme ça, il faut faire comme ça c'est bien. Et la psychiatrie actuellement, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais une psychiatrie qui est basée sur le trouble, c'est une psychiatrie qui est basée sur la norme. Ça, c'est quand même la psychiatrie contemporaine actuelle. Ah oui. Bon, ça, ce sera un autre débat beaucoup plus long. Et j'ai beaucoup aimé ce petit film qui s'appelle Il faut. Parce qu'effectivement, c'est l'injonction. Alors, il joue avec les mots. Il joue. Il y a le faux, comme disait FAUT, FAUX. FAUX. Et puis, c'est surtout un film qui a été fait, je crois, par une personne concernée, un patient, pendant son confinement. C'est fait avec 3 bouts de ficelle et le film tient bien la route. Il est plein d'humour et c'est effectivement, il joue avec cette espèce d'injonction permanente. Il faut. Le réalisateur il faut même vivre avec la maladie. Le réalisateur s'appelle Lee Antoine. Et on va voir un petit extrait de Il faut. Chercher des soignants-soignantes qui sont capables d'entendre que je peux aller mieux. Si c'est moi qui leur dis que je peux aller mieux, qui me croient quand je leur dis que je peux aller mieux. Je les teste. Il me faut les tester. Je ne peux pas me fier à n'importe qui parce que parfois, ils pensent qu'il faut m'enfermer.
Donc c'est les normopathes. Hein. Oui, c'est une façon de qualifier en effet, oui, les gens qui disent toujours il faut. Alors dans la même veine, il y a un autre membre du jury donc, dont j'ai parlé d'ailleurs qui était Didier Doucan, qui avait beaucoup aimé un film qui s'appelle Meshbaoui Melgaout. Je le dis longtemps parce que c'est son nom. Voilà, c'est son nom. Et dont il dit que c'est un film qui est assez tranquille sur la maladie. Et d'ailleurs, le personnage dit c'est la vie qui est compliquée, c'est pas moi qui suis compliqué. Et je propose d'en voir un petit extrait, justement. C'est un film. Dans ma tête, je suis désabusé parce que j'ai l'impression que je suis pris par le temps. Et puis, les gens, ils vont vite, ils ne prennent plus le temps pour vivre. Ils pensent qu'à soi, ils prennent un peu aux autres. C'est chacun pour sa prune. Il a l'impression peut-être qu'ils ne s'aiment pas, peut-être que c'est la façon de voir les choses. Puis moi, je suis naïf, mais bon, oui, un peu dans le bizarre. Comme si j'étais pas stable dans ma tête, il faut que je veux dire. C'est pour ça que c'est pas l'info sujet comme ça. C'est la vie est compliquée, c'est pas moi qui l'ai compliquée. C'est la vie qui est compliquée, c'est pas moi qui l'ai compliquée. Ah, c'est la vie qui est compliquée. Meshbaoui Melgaout, c'est un film de Yvon Poussé. Eric Altmayer, je reviens vers vous. Alors, vous parlez justement des fictions et vous parliez aussi dans ces sortes de fictions, des films d'animation. Il y en a quelques-uns. Et il y en a deux qui vous ont attiré votre attention. C'est Paperboy et c'est L'ours polaire. Alors, on va commencer par Paperboy. Pourquoi il vous a marqué ? J'ai trouvé encore une fois que le message était très fort. S'il y a de tous les films de la sélection qui illustrent vraiment parfaitement le côté « il faut bien vivre avec », c'est celui-là, quand bien même le contenu est quand même un peu noir, un peu triste quand même. Et le procédé de l'animation, encore une fois, très, très simple, sur la base de la... Oui, avec les moyens du bord. De la maison de poupée. Mais là où moi j'ai trouvé du cinéma, c'est que donc l'animation repose sur des petites figurines qui sont animées par les doigts du réalisateur, mais on en oublie le procédé et on finit par rentrer totalement à l'intérieur des pensées du protagoniste. Et pour arriver à ce petit prodige, en fait, sur la base d'une animation papier-mâché très simple, c'est du cinéma. Et le réalisateur s'appelle Pitamber Verechang, et on voit donc un petit extrait de Paperboy. Sans toi, je me reconnais même pas. Et sans toi, je m'abîme le foie. J'ai besoin de toi. Car sans toi, je crois bien que je m'aime pas. Je suis dans le dégoût de moi. Et mes poumons, je t'en parle pas. Boum. Boum, boum. Reviens, boum, boum. Reviens. Autre film d'animation qui vous a marqué, c'est Le Réveil de l'ours polaire de Yann Calvez. Oui, Le Réveil de l'ours polaire, c'est un film qui a la particularité, pour le coup, de vraiment s'adresser aux gens normopathes, puisqu'en fait le récit est dit par une personne qui se remémore, si je me souviens bien, comment son père, en fait, comment elle a diagnostiqué son père et sa bipolarité. Donc on est nous-mêmes dans les pas du narrateur et on découvre en fait avec lui les symptômes et les effets de cette bipolarité et en même temps beaucoup d'amour et l'affection quand même qui unit encore les deux personnages. Alors, un extrait Le Réveil de l'ours polaire. Comment je l'ai compris ?
Je crois que ça remonte à l'été 2003. Dans un camping-car. Mon grand-père conduit et ma grand-mère et mon frère sont à l'arrière. Et moi, je suis devant, à côté de mon grand-père, en train de regarder la route, anxieux. Parce que ma mère avait appelé pour nous dire que mon père était tombé malade dans la nuit. Donc, on a envie de savoir la suite. On a envie, hein, voilà. Là, c'est évidemment des très courts extraits. Alors, maintenant, on va voir des films en entier parce qu'on va passer au palmarès. Alors, il y a 3 prix dans cette édition, le prix du public, le prix du jury et le grand prix. On va commencer avec vous, Dorothy, par le prix du public. Alors, vous nous allez, je sais pas, je fais un battement de tambour. Donc, pour le prix du public, on a choisi celui-là parce que déjà, c'est une animation et on a trouvé l'image très très belle. Et aussi, il traite le sujet de l'alcoolisme qui, évidemment, a de forts liens avec de santé mentale. Mais je pense que souvent, quand on parle de la santé mentale, on pense surtout à la dépression, à la bipolarité, des choses très spécifiques. Mais comme le travail de Jean-Christophe, il y a, pour moi, les SDF, pour moi, les alcooliques, les toximanes, tout ça, ça revient directement aux problématiques de la santé mentale. Donc, le prix de public, c'est Alcool, mon amour de Romain Millet. Et oui, le public a évidemment adoré ce film. Et nous aussi, on l'a vraiment aimé. Et bien, on le regarde. La première fois que je l'ai rencontrée, elle avait 16 ans. On s'est croisés à la soirée d'un de ses amis. Elle est venue vers moi, on a discuté, mais pas autant qu'avec d'autres. Elle est partie, et je l'ai pas revue avant plusieurs mois, à une autre soirée. On n'était pas plus proches que ça. Plus tard, quand elle a emménagé avec son copain, on a commencé à se voir un peu plus. Les week-ends essentiellement, parfois en semaine, après les cours. Ça s'arrêtait là. Jusqu'au jour où il l'a quitté. Ça lui est tombé dessus, comme ça. C'est là qu'on a commencé à mieux se connaître. On se voyait plus souvent. Nos échanges étaient plus longs, plus denses. Je sentais bien qu'elle s'attachait à moi. À tel point que je me suis installé chez elle. Je comblais un vide en quelque sorte. Je lui redonnais confiance. Je l'éloignais de ses problèmes un peu plus chaque soir. Au moins autant qu'il lui revenait au visage le matin. Alors plus un jour sans penser à moi. Plus une soirée sans flou. Rien de plus fort que son amour pour moi et toujours ce silence. Notre secret. J'avais le contrôle. De ce qu'elle me disait, j'étais même dans ses rêves parfois. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui a peut-être tout changé entre nous. Je ne sais pas ce qu'elle y a vu, ce qu'elle y faisait, mais l'humain est étrange. Perdu, fragile, impuissant un jour, puis éveillé, battant, déterminé le lendemain. Elle m'a fait comprendre que je ne lui étais pas indispensable finalement, que je l'empêchais d'avancer, que j'étais toxique même. J'ai tout fait pour la retenir. J'ai cru y parvenir à certains moments, mais c'était devenu trop dur. Elle avait brisé notre secret, piétiné le silence. Elle avait rouvert les blessures que je cachais si bien, les a mises au grand jour pour que d'autres les apaisent, puis les referment, peut-être. Je n'avais plus de réponse qu'elle n'avait pas déjà trouvée. Je n'étais même plus une option. Je suis devenu comme l'un de ces souvenirs que j'aimais effacer. C'est elle qui m'a noyé. Alcool, mon amour, donc, qui a reçu le prix du public. On va passer maintenant au prix du jury. Alors, il y a le prix du jury et le grand prix. C'est quoi la différence, si on peut dire?
Je pense que le Grand Prix, c'est celui qui fait le Grand Prix. Voilà, c'est un peu comme un Cannes. Enfin, c'est ça. Il y a l'unanimité entre nous tous. Oui. Mais le prix du jury, vous avez souhaité mettre l'accent sur un film. Hein. Ce prix du jury, c'est peut-être avec vous qu'on va en parler, Jean-Christophe ? Je crois que c'est avec... Parce que là, on reparle... parce que le prix du jury, c'est... il a été aussi désigné parce que, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est effectivement presque dans la sélection finale, la seule véritable tentative de fiction. Et c'est comme on le disait, c'est pas facile justement de créer une fiction à partir d'un thème au départ quand même assez dur. Et les deux réalisateurs, Kevin Grosset et Pablo Gautrin, ont pris ce parti pris, et le film est assez drôle. Il joue effectivement avec la façon dont les autres, nous-mêmes, voyons justement les malades dits mentaux, et il montre bien l'absurdité souvent de ce traitement. On a tous bien aimé ce film. Je pense qu'il aurait pu même aller plus loin dans le palmarès si il avait été un peu plus abouti sur le plan cinématographique. Il y a la réalisation et le jeu des comédiens sont un peu hasardeux, mais le film est réussi. Et là aussi, on parle de normopathe, hein, Oui, c'est ça. Un petit peu. Alors, vous n'avez pas dit son titre ? Le titre, c'est Prêt pour une nouvelle journée. Prêt pour une nouvelle journée. C'est donc de Kevin Grosset et Pablo Gautrin, et c'est le prix du jury, et on le regarde, ce film. Bienvenue sur Il faut bien vivre avec sa maladie psychique, programme reconnu dans le monde entier. Bonjour Nicolas, comment vas-tu ce matin ? Prêt pour une nouvelle journée ? Oui, je suis prêt. La tendance du jour, chemise jean pour un look cool et décontracté. Prendre soin de soi, c'est important. Manger sainement permet d'avoir un bon équilibre de vie. C'est la clé d'un bon début. T'écoutes quoi ? On m'a conseillé une application. Est-ce que tu connais ce programme ? Ah yes, effectivement, on me l'a proposé. D'accord, et t'en penses quoi en fait ? Bah moi personnellement j'ai pas trop kiffé. Mais après essaye et tu me diras ce que t'en penses. D'accord, ok. Bon, faut que je file, j'ai un rendez-vous, je te souhaite une bonne journée. À ce soir. À ce soir. Sois agréable avec ton voisinage, parce qu'avoir un environnement sain c'est important. Bonjour madame, comment allez-vous ? N'aie pas honte de ta maladie, sois transparent et fais-toi confiance. Elle fait partie de toi mais tu n'es pas que ça. D'accord. Là c'était tout là-bas, c'était chez mes copines. Et du coup voilà. Et toi alors ? Raconte-moi plus sur toi. Bah écoute, tu sais, depuis que j'ai appris pour ma maladie psychique, je prends plus de temps pour moi et j'ai démarré le yoga, donc c'est cool. Ouais. Ne perds pas le contact avec tes proches, ils sont un pilier solide à ton environnement. Tiens, c'est toi. Bah je t'attendais pas de sitôt. T'es sûr que ça va ? Ouais, je t'assure que oui. Non, parce que j'en ai pleuré toute la nuit et maman est très inquiète. Ça nous a tous bouleversés ce qui t'arrive. Ouais, je sais. N'oublie pas tes médicaments, le traitement fait partie du processus. Tenez, du coup j'ai tout récupéré. Et celui-ci, vous savez comment le prendre, hein ? Oui. Parce que c'est pas du tic-tac. Hein. D'accord, ok. Tenez. Il manque juste le Lobzapac. Ah, effectivement, je recommanderais cet après-midi, parce que vous savez, à chaque fois, vous nous dévalisez. Hein. Personne suivante, s'il vous plaît. D'accord, ok. Au revoir, madame. S'il vous plaît. Collabore avec le corps soignant, ils sont là pour t'aider. Bon, il a bien pris les médicaments ? Allez, on va vérifier le pilulier et voir comment il se débrouille, hein. Ah bah non, mais là ça va pas du tout là, Nicolas, il en manque. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bah, je suis désolé, mais en fait, le pharmacien avait plus de stock. J'y retourne tout à l'heure. Mais on me la fait pas celle-là. Hein. On me la fait pas. Après le contexte confusionnel de la forme subaiguë d'il y a 4 ans, des actes auto-hétéro-agressifs
majeure, recrudescence des troubles liés à la décompensation, vous comprendrez bien l'importance de l'observance, même si cela entraîne chez vous une légère bradypsychie, catalepsie. Ils sont là pour t'aider à comprendre. Ça m'embêterait d'avoir à vous annoncer une hospitalisation, une nouvelle hospitalisation. C'est clair? Des questions? Non, tout est très clair, docteur. Mon petit Gilbert, j'ai été clair, n'est-ce pas? Oui, parfaitement clair, docteur. Bonjour madame, vous avez passé une bonne journée? Hey, alors cette journée? Ah bah franchement pas ouf. Hein. Je peux te poser une question? Tu fais comment toi pour bien vivre avec ta maladie psychique? Bien vivre. Bah écoute, déjà j'ai la vie, et après pour le reste, bah on se débrouille. Alors oui, il y a des côtés drôles d'ailleurs hein, dans ce film. Quand même la fiction permet un peu plus de comédie. Oui, absolument. Oui. Probablement plus que le documentaire sur les faits réels. Oui. Donc c'était ce film s'appelle Prêt pour une nouvelle journée. Et ben maintenant on va passer au Grand Prix. Alors qui va en parler? C'est peut-être vous, Christophe? Oui, c'était prévu que ce soit moi qu'on parle, mais allons-y. Mais vous pouvez échanger aussi sur ce film, parce que c'est après tout, c'est à l'unanimité il a été. Presque. Oui. Moi j'étais pas. Je pense qu'il a fait l'unanimité parce qu'effectivement. De vous trois déjà. De nous trois, et puis je crois pour tout le monde. Je pense qu'il était en premier pour tout le monde. Alors effectivement, c'est un film d'animation qui finalement nous parle de notre année Covid et du confinement, et d'une manière assez sensible dans la mesure où finalement c'est ce qu'on a tous été confinés et on a vécu pratiquement tous comme des psychotiques à se mettre à distance, pas se toucher, plus s'embrasser, surtout pas sortir de chez soi. Et moi, j'ai beaucoup de patients qui m'ont dit, mais finalement, c'est notre idéal. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on vit. Enfin, vous vivez comme nous. Et le film aborde un petit peu ça. Il y a d'autres éléments dans le film qui sont hyper intéressants, mais finalement, il y a quand même cette... Et là, par la création, je trouve qu'on touche à ça. On est tous dans le même bateau. D'ailleurs, on est tous de la matière. Le film se termine un petit peu comme ça. Mais cette épreuve qu'on a vécue dans l'année, beaucoup de psychotiques m'ont dit mais c'est notre mode de vie, c'est notre quotidien. Après il y a ceux qui sont bien délirants qui ont dit je vous l'avais bien dit qu'il fallait être comme ça, qu'il fallait pas me serrer la main, qu'il fallait pas, il faut respecter une bulle autour de nous, se protéger les autres. Donc il y a un peu ça dans le film, et en plus j'ai envie de dire le rythme, la voix off, tout est vraiment très 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 réussi, et moi je trouve très esthétique, très beau, et pas 2 secondes ennuyeuses, quoi. Et même peut-être que mes collègues ont... Oui, sur ce film. Parce que celui-là, quand même, c'est le prix. Je pense que ça mérite le Grand Prix dans cette année, parce que c'est une année qui a été tellement marquée par le Covid, et qui a ouvert plus de conversations sur la santé mentale de tout le monde, et des conversations sur comment on peut vivre bien en général, comment on peut aussi faire des choses pour éviter de tomber dans les maladies psychiques. Et donc je pense que il y avait beaucoup de films qui étaient très intéressants, mais celui-là, pour 2020, je pense que ça marque l'année bien. Marque l'année formidablement bien. C'est un film de Étienne Husson et Azul Paula Meza. D'ailleurs, c'est une rencontre entre lui et le réalisateur. Elle est étudiante en arts plastiques. Je ne sais pas si c'est elle qui fait la voix off d'ailleurs. Je sais pas. En tout cas, pour les aspirants réalisateurs, la voix off est formidable. C'est un exemple d'utilisation, parce que la voix off, c'est souvent un piège, c'est souvent un artifice un peu facile qui cherche à dissimuler des... La voix off, je crois que c'est Sofia Chia.
Pour tout vous Et dire. là, il y a une très bonne interprétation de la voix off. Et ça fait une telle différence. Et ça fait une grosse différence, absolument. Alors, on va le regarder dans un instant. Je vais vous remercier. Je vais demander après à Laurence Dupin de revenir me rejoindre pour la fin de cette remise dépôt, pour la conclusion. Merci à tous les trois. Merci Dorothy Allen-Picard. Merci Jean-Christophe Vignol et merci Eric Altmaier. Et on regarde donc ce Grand Prix qui s'appelle la compréhension de l'argile. Au début, ça arrivait de nulle part. On savait que ça existait, mais personne ne l'avait vraiment vu venir. C'était comme ça, il fallait rester chez soi. Tout Paris était devenu désert. Il y avait comme quelque chose dans l'air qui nous disait qu'on ne pouvait plus sortir. Certaines personnes le vivaient mal. Je trouvais ça drôle, presque bizarre. Comment pouvait-on ne pas aimer être chez soi, tranquille, sans autre souci que celui de penser à la vie et de s'occuper de ses projets? Moi, j'ai toujours aimé ces moments où l'on est isolé. Peut-être parce que je suis plus habituée que les autres. Je ne sais pas. Il faut avouer qu'à cette période, la télévision n'aidait pas à relativiser. Le virus était omniprésent dans les médias. C'était comme un tunnel, on ne savait pas quand ça allait finir. J'avais peur de sortir. Je ne pouvais pas aller plus loin qu'au bas de ma rue. Je crois même que je préférais rester enfermée. Parfois, le bruit rentrait. Mon anxiété aussi. Ma voisine était au téléphone toute la journée. Je ne sais pas comment elle faisait. Et puis il y avait ces oiseaux aussi. Ils n'arrêtaient pas de brailler. C'était difficile. Je n'arrivais pas à me concentrer. Pourtant, je devais travailler. J'avais des devoirs à rendre pour l'université. Mon problème, c'est que je n'arrive pas à rendre des trucs passables. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Ça me pose vraiment problème en fait. Je n'arrive pas à faire pour faire. Si ce n'est pas bien, si je ne suis pas fière de moi, je préfère ne rien rendre. Mais évidemment, si je ne rends rien, je ne peux pas valider mon année. Cette simple idée de redoubler me terrorise. Et évidemment, quand mon anxiété augmente, je n'arrive plus à rien faire. Je sais que je dois quitter cet état de stupeur. Mais comment ? Je suis trop nulle. J'ai pensé plusieurs fois au suicide. J'ai même déjà essayé. Je sais que c'est une erreur mentale, pas une envie à long terme. Mais sur le moment, cela apparaît comme la seule solution pour changer mon état. Et je dois changer, je ne me supporte plus. Pour tromper le temps, parce que je sais que ces crises finissent par passer, je me drogue. Avant, je prenais de l'alcool, mais ce n'est pas bon. À force, cela ne fait qu'empirer les problèmes. Maintenant, je prends des médicaments, mais j'aime pas. Ça me fait devenir un légume. Je préfère la marijuana, ça me détend plus. Mais putain, comment je peux trouver de la marijuana en plein confinement ? Non, il faut que je fasse autre chose. Que j'appelle quelqu'un ? Qu'on vienne m'aider ? Mon ami m'a dit que c'était une connerie. Que les ambulanciers, les infirmiers et les médecins, ils ont mieux à faire que s'occuper de moi avec ce satané virus qui est dans l'air. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens seule, je me sens moche, je me sens sale, je me sens inutile. Alors je préfère me recouvrir, me cacher du monde, être encore plus confinée que le confinement. Puis, peu à peu, sous la couverture, dans mes cris, dans mes pleurs, dans ma bave, dans ma crasse, je crée un autre monde. Je me coupe du vôtre. Je suis désormais entre le réel et l'irréel, le rêve et la réalité. J'ai fait le vide, je ne suis plus rien. Plus rien, si ce n'est de la matière organique et sans but. Peut-être que c'est ça au fond la vie, de la matière organique, sans but et sans sens, qui est comme elle est et qu'on doit juste accepter, prendre telle qu'elle, essayer de la travailler pour peu à peu relever la couverture et réapparaître au monde tel que l'on est. Rien de plus, rien de moins. Rien de plus, rien de moins. C'est donc la compréhension de l'argile qui a obtenu le Grand Prix de cette 3e édition, Laurence Dupin. Les membres du jury le disaient, c'est vrai que c'est un film qui est assez situé dans cette année particulière. Est-ce que d'une façon générale, la situation qu'on a tous vécue a influencé les cinéastes et les auteurs de ces courts-métrages que vous avez présentés ?
À mon avis, oui, parce que si on avait plus de films d'animation aussi, c'est peut-être aussi dû aux difficultés à créer des groupes, à se retrouver. Et on s'adresse aussi à des étudiants qui souvent ont créé ces films dans le cadre de travail de fin d'études. Et je pense qu'ils ne l'ont pas fait dans les mêmes conditions que d'habitude. Mais bon, voilà, c'est aussi très intéressant d'avoir de l'animation parce qu'on dit les choses autrement. Alors, on a vu quelques extraits de films, on a vu les 3 prix, le prix du public, le public vote en ligne, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. En fait, on ouvre la possibilité au public de voter une fois par jour pendant une durée limitée pour tous les films de la sélection. Donc, en fait, c'est vraiment le public qui décide qui aura ce prix parce qu'on a un décompte et c'est totalement transparent. Donc, le prix du public, le prix du jury et le grand prix. Mais il y a tout. Il y a beaucoup d'autres courts-métrages qu'on n'a pas évoqués et qu'on peut voir en allant sur le site. Hein. Oui, exactement. C'est un peu justement les limites de notre présentation de cette année. C'est aussi dû au Covid. C'est que finalement, malheureusement, on ne peut pas rencontrer les réalisateurs. Donc, je regrette de ne pas avoir eu l'occasion de les remercier. C'est pour ça qu'on a fait cette remise des prix ici. Exactement. Hein. Tout comme les membres du jury qui, je crois, auraient été contents de les rencontrer et réciproquement. Et malheureusement, donc, on ne peut pas diffuser tous les films. On a diffusé des extraits, certains en entier. Et je vais peut-être les citer. Je vais citer ceux qui ont quand même été remarqués, qui ont fait partie de la sélection et que j'espère qu'on pourra diffuser dans d'autres conditions, dans d'autres festivals ou dans d'autres présentations. Et qu'on peut voir sur le site, évidemment, d'Art Convergence. Hein. Il reste en fait sur le site d'Art Convergence, artconvergence.com, ça on le donnera. Donc je vais les citer. Il y a Les Eaux qui a été réalisé par une équipe d'élèves des Beaux-Arts de Paris. Chet Gusling, 2 films qui sont clairement sur la manière dont la maladie psychique est vécue, le premier qui s'appelle Iso-perception subjective, un autre qui s'appelle Rétablissement, son titre veut bien dire ce qu'il veut dire, un autre encore d'ailleurs sur la vie avec une maladie comme la schizophrénie qui s'appelle La couleur des iris. Encore un autre aussi sur la maladie psychique. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été dans les premiers. C'est vrai qu'ils sont particulièrement durs et noirs. Oui, bien sûr. Il y a Elle, qui est un très beau film aussi, qui parle de la vie avec cette maladie qui est ce fameux Elle. Et enfin Stigma, qui parle aussi de la stigmatisation. Moi j'ai trouvé, c'est vrai que je ne suis pas cinéaste, je ne suis pas réalisatrice, c'est pas mon métier, mais j'ai trouvé que globalement il y avait une qualité de réalisation cette année qui était exceptionnelle et que même ces films que vous n'avez pas pu voir, je vous invite à aller les voir sur le site parce qu'ils ont quand même tous des qualités de travail, de messages qui passent qui sont particulièrement intéressants. Alors vous les regardez peut-être pas tous les uns à la suite des autres, mais oui voilà, non, mais on peut picorer si je peux dire. Évidemment, il y aura une 4e édition l'année prochaine. Oui, on espère. On est en train de l'organiser. En général, le prix se monte sur 2 années, c'est-à-dire qu'on lance le premier appel à projet qu'on élabore déjà dans les premiers mois. Pour ce qui est du contenu, des visuels et autres, et puis après, voilà, ça se monte pas à pas. Et, il faut donc, pour vous trouver, c'est artconvergence.com. Exactement. Très simple. Ouais, tout à fait. Voilà. Écoutez, merci infiniment. Voilà, c'était une bonne cuvée, cette cuvée de 2020. J'ai trouvé très intéressant, et c'est vrai que c'était assez intéressant aussi d'avoir à s'adapter à tous ces nouveaux formats. Et d'ailleurs, je vous remercie de nous accueillir sur un plateau parce qu'on a la chance de pouvoir le faire sans masque, oui. ce qui est quand même plutôt bien en ces temps. Et on est quand même très content de pouvoir remercier les réalisateurs de cette manière-là, en espérant qu'on pourra tout revoir en 2021 dans de bonnes conditions et dans une salle de cinéma qui devait être le Luxor. Donc peut-être, voilà, exactement. Alors je rappelle quand même les prix, les films qui ont été primés. Donc le prix du public, c'est Alcool, mon amour. Le prix du jury, c'est Prêt pour une nouvelle journée. Et le grand prix, c'est La compréhension de l'argile. Merci infiniment Laurence Dupin et bon travail pour l'année prochaine déjà. Merci.